pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. Cet été, nous vous proposons de redécouvrir les meilleurs moments de Voix de médecin. À chaque épisode, des récits intimes et le point de vue de médecins sur différents thèmes. J'ai des très beaux souvenirs de patients qui peuvent revenir et dire effectivement qu'on a servi et qu'on leur a sauvé la vie. On a plutôt tous tendance à retenir les gens qui ne vont pas bien. On sauve des vies en enlevant des appendicites. Donc tu vas prendre sur toi et tu vas aller enlever des appendicites à des petits bouts de chou. Je suis pas Dieu, donc je sauve pas les gens et je décide pas de leur mort. Quelles sont les petites et grandes victoires des médecins? Tout au long de leur carrière, ils sont marqués par des prises en charge, des opérations ou des traitements qui changent la vie de leurs patients et un peu de la leur aussi. Pour nous, des médecins racontent ces fois où ils ont sauvé des vies qui les ont particulièrement marqués. Récemment, j'ai eu coup sur coup 2 patientes enceintes avec un cancer que j'ai dû prendre en charge. Dr Lara Nokovic, chirurgien maxillofacial à l'AP-HP Beaujon à Clichy. Il y en avait une qui était avancée dans sa grossesse, donc on a pu la faire accoucher de façon prématurée pour pouvoir la soigner. Et l'autre, elle était vraiment en tout début de grossesse et c'était un bébé qu'elle voulait vraiment garder. Et donc c'est vrai qu'au début, j'étais très très pessimiste parce que c'était une très grosse intervention. Derrière, elle devait avoir de la radiothérapie. Son pronostic était pas forcément très bon. Je pensais pas forcément, vu la taille de la lésion, être capable de retirer tout. C'était dans la mâchoire, la mandibule. Dans ces cas-là, on sait que on n'est pas dans une situation optimale, même pour elle derrière, quoi. On a discuté de son dossier beaucoup avec les gynécologues ici. On a fait pas mal de bibliographie pour faire le point sur chirurgie, grossesse, radiothérapie, tête et cou et grossesse. Il y a eu plein de choses comme ça. Et puis on s'est dit, on se lance, on essaye de faire une grosse chirurgie dans l'optique de garder cet enfant-là en expliquant à la patiente que il fallait qu'il survive à la chirurgie, à la radiothérapie et que derrière, on n'était pas sûr de tout retirer, que le pronostic était cata. La chirurgie s'est bien passée. J'ai réussi finalement à retirer toute la lésion, donc ça c'était un vrai soulagement. Elle a ensuite fait sa radiothérapie. Les radiothérapeutes ont vraiment pris toutes les précautions pour que la dose d'irradiation au bébé soit la moins importante possible et reste dans les seuils recommandés. Et donc là, elle va accoucher normalement prochainement et elle va très bien. Et donc ça c'était vraiment une petite victoire, quoi. J'étais en dernière année d'externat. Dr Laura Eouzandaon, urgentiste à l'hôpital de Versailles. Et on avait eu un cours en amphi fait par un radiologue juste avant les ECN. Du coup, il y avait personne en amphi. On était 15 dans l'amphi parce que les gens travaillaient et plus personne voulait venir. Et il nous avait fait un cours en nous disant si un jour vous avez un patient qui vient pour une douleur lombaire à gauche et qu'il est assez âgé, qu'il est hyper tendu, pensez à la dissection de l'aorte, pensez-y. Et donc j'avais mis ça dans un coin de ma tête quelque part. Et sur mon premier semestre d'internat, sur ma première garde, il y avait une 15aine de dossiers en attente. Et j'ai regardé les motifs. On ne choisit pas nos dossiers, on prend par ordre d'arrivée, ordre de gravité. Et ce patient-là avait été étiqueté colique néphrétique. Et en fait, je l'ai pris parce que j'ai vu le motif et je me suis rappelé ce prof. Et en fait, c'était une dissection. Et le monsieur s'en est sorti. Alors après, un arrêt cardiaque et tout, mais il s'en est sorti vivant puisque je suis allée récupérer les infos pour avoir la fin de l'histoire. Et j'ai envoyé un mail à ce prof d'externat et je lui ai dit, vous avez sauvé un patient aujourd'hui parce qu'en fait, je l'ai vu et je l'ai pris et je m'en suis occupée parce que j'avais ce souvenir-là. Et il était super content. Il m'a dit, c'est grâce à ça que je suis professeur, c'est parce que du coup, il y a des étudiants qui nous rappellent. Donc ça, c'est un souvenir qui m'a marqué, ouais. Je pense que quand on est médecin, on essaye de faire abstraction de tout. Dr Benjamin Rimaud, gériatre en région parisienne. On n'appelle pas le patient, c'est par pathologie, c'est par acte. Mais je pense que c'est aussi permettre d'avoir sa barrière, sa carapace,
Et donc quand on arrive sur des situations, on pense à ce qu'on doit faire techniquement et pas trop à la personne qu'on a à côté. Et je pense que ça c'est important si on veut bien faire son job. Quand on est dans l'urgence, l'urgence c'est de faire techniquement ce qu'on a à faire. J'étais au SMUR de Poissy, je crois. On a été demandé sur un homme qui s'était fait écraser par un camion. Donc on va sur place. On arrive, il faisait froid, c'était l'hiver. Il faisait nuit, il pleuvait. Et je me rappelle que j'ai dû m'allonger par terre pour qu'on puisse l'intuber. Comme c'est un polytraumatisé, il était sur la route, tout était sécurisé. On pouvait pas trop le bouger, on savait pas trop les lésions qu'il avait. Il fallait vite finalement l'intuber pour pouvoir le réanimer correctement. On se pose pas la question, hein. On essaye de se mettre dans les conditions tout de suite pour pouvoir le faire. Donc il était au sol, au milieu de la chaussée. On fait ce qu'il faut, quoi. Et on l'a récupéré. Ça a été un épisode assez marquant. Par les circonstances, l'ambiance qu'il y avait, les accidents de la voie publique, ça marque. Pour sauver une vie, il faut parfois convaincre un ou une patiente de se soigner, comme le raconte Lorraine Audia, généraliste remplaçante dans l'Est de la France. Le problème parfois pour certains patients, c'est qu'ils aiment pas trop avoir des médecins remplaçants. Et je comprends. Mais au fur et à mesure, en étant là depuis longtemps, ils commencent aussi à voir qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Ils se sentent aussi à l'aise. Parfois, ils reviennent même nous voir, nous, plutôt que le médecin habituel, parce qu'on a une autre approche. Et je pense que c'est valorisant aussi pour nous de voir qu'on peut apporter un autre point de vue. Et le médecin qu'on remplace est souvent aussi très content, parce que parfois, il a l'impression de ne pas avancer avec certains patients, et nous, on voit le problème d'une autre façon. Et en fait, j'ai l'impression que ça roule assez bien. Une patiente que le médecin que je remplace voit régulièrement à domicile, quand il était en congé, il fallait un peu prendre le relais sur cette dame. C'est une patiente avec de multiples comorbidités, qui a plein de problèmes de santé, qui voulait pas trop se faire soigner. Et, ça a été un peu compliqué de réussir à la convaincre d'aller à l'hôpital. En essayant de lui parler, j'ai finalement réussi à la convaincre d'y aller, alors que c'était pas gagné d'avance. Peut-être en expliquant les choses différemment, en ayant une autre approche, et en n'étant pas forcément le médecin qu'elle voit d'habitude. Ça lui a peut-être permis de changer d'avis, et tout le monde était très content finalement, et elle aussi, et moi aussi, de me dire que ils nous font aussi confiance, même en ayant un statut particulier qui n'est pas le médecin traitant, le médecin de famille. Et parfois, c'est aux médecins de travailler sur leurs peurs, leurs angoisses, pour pouvoir sauver la vie des patients. Il y a un monsieur que j'ai endormi. Docteur Julien Cabaton, anesthésiste libéral à Lyon. Et ce monsieur, il a fait un choc allergique massif à un produit d'anesthésie, un curare. On sait que statistiquement, ça arrive dans une vie d'anesthésiste. Dans son cas, ça a été très difficile. Dans mes souvenirs, ce monsieur, on a dû le masser pendant 30 ou 40 minutes. On a vraiment cru qu'il allait pas survivre, et puis on l'a sauvé. L'opération qui devait avoir lieu, elle n'a pas pu avoir lieu, puisque dès l'anesthésie, il y a eu ce problème, tout a été annulé. Et ce monsieur, je me souviens qu'il est revenu plusieurs mois après, il est revenu me recontacter, il m'a dit « je veux me faire opérer » de l'opération qui était prévue, c'était une opération de l'épaule parce qu'il avait des grosses douleurs, un gros handicap. Et il a dit « mais je veux que ce soit vous qui m'endormiez et personne d'autre ». Donc moi je disais ça, j'avais les mains qui tremblaient en me disant on vous a raconté tout ce qui s'est passé, il m'a dit oui mais justement vous m'avez sauvé la vie, donc ça, cette fois-ci c'est vous qui allez m'endormir à nouveau. Par chance, quand quelqu'un a fait un truc comme ça, on fait faire des tests, on sait précisément les produits à mettre ou à pas mettre, et on a des alternatives. Mais le jour où j'ai dû l'endormir, même si j'ai pris toutes les précautions, ceinture et bretelles, j'étais quand même un petit peu comme ça. Et ça m'a marqué ce monsieur, parce que j'étais moi-même surpris de la confiance que les gens ils peuvent témoigner, alors qu'on se dit bon voilà. Et il m'a dit non mais c'est vous et personne d'autre, justement parce que grâce à vous, je sais que j'aurais pu mourir et puis je ne suis pas mort. Donc j'y retourne et c'est avec vous et personne d'autre. Et ça, c'est vrai que c'est assez touchant, quoi. Ça, on est content de faire cette spécialité dans ces cas-là. Mon patron, quand j'étais à Clermont-Ferrand, m'avait autorisé à ne pas faire de stage d'internat de chirurgie pédiatrique, de fait d'antécédents familiaux. Docteur Marie Selvi, chirurgienne viscérale au centre hospitalier de Béziers. Et quand je suis arrivée à Béziers, j'ai découvert qu'en fait, on faisait les appendicites chez les enfants. Donc autant dire que les premiers gestes, je n'arrivais pas du tout à prendre du recul par rapport aux enfants qui rentraient dans les salles. Moi, j'avais des enfants bas âge, donc en fait, je pleurais à chaque fin d'intervention, pas devant les malades, mais je disais, c'est pas possible, je vais jamais réussir à prendre le recul qu'il faut pour opérer des appendicites chez les enfants. Puis une fois, j'avais vu un film sur une princesse qui est morte d'une appendicite au 18e ou au 17e. Et là, je me suis dit, bon, on sauve des vies en enlevant des appendicites. Donc, tu vas prendre sur toi
et tu vas aller enlever des appendicites à des petits bouts de chou. Et bon voilà, j'ai réussi à passer le cap, mais ça m'a demandé un peu plus de temps, alors que pour l'adulte, je n'ai jamais eu de problème. Même si on reste chirurgien et qu'il faut rester pragmatique avec un geste froid et une tête reposée au bloc opératoire, on reste quand même des êtres humains. Un de mes maîtres, quand j'étais externe à Montpellier, qui m'a donné envie de faire de la chirurgie viscérale et qui m'a guidée pour faire mon internat à Clermont-Ferrand, c'était le professeur Saint-Aubert, m'avait dit, tu sais Marie, un chirurgien, ce n'est rien d'autre qu'un médecin qui opère. J'ai gardé cette phrase en tête parce que je pense qu'il faut vraiment, en tant que chirurgien, garder ce côté médical et humain. Dans de nombreuses spécialités, sauver une vie, ce n'est pas uniquement soigner des patients en danger de mort imminent, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. On sauve des vies, mais c'est assez banal puisque c'est au quotidien. Dr Ryan Amod, dermatologue libéral à Paris. On diagnostique des mélanomes à un stade où c'est débutant et en fait, ni le médecin ni le malade ne prend pleine conscience du fait qu'on a fait quelque chose d'important. Régulièrement, on enlève des cancers mortels à un stade débutant et on sauve un peu des vies, ouais, comme ça. Tous les jours. Si j'avais pas ce contact avec les malades, mon métier n'aurait que peu de sens finalement. Docteur Sébastien El Saïr, chirurgien orthopédiste libéral à Lyon. Moi, c'est vraiment mon moteur quotidien. Enfin, j'adore mes patients. Quand ça va bien, tout le monde est content. Mais quand ça va pas, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Vous pouvez faire une demi-journée de consultation. Vous voyez 20 malades post-op. Il y en a 19 qui vont super bien et qui vous disent « Ah, merci, docteur. Rien un jour, un après, la prothèse, pourquoi je ne l'ai pas fait? Oh, la coiffe, c'est super, ça a cicatrisé. J'ai repris mon travail. Nanana, mon canal carpien, je dors, super. » Il y en a un qui vous dit « Vous savez, j'ai encore un peu mal, ça tire. Vous lui refaites faire une écho, une radio. Enfin, c'est rompu, c'est cassé, ça va pas. » Tout s'effondre. En fait, la vérité, c'est que la chirurgie, c'est l'école de la modestie, quoi. Vous pouvez réussir 99% des cas. Il y a un cas qui va pas bien, c'est celui-ci qui gagne. Si vous ratez la butée d'un jeune, vous lui ratez sa vie, quoi. Vous pouvez pas vous rater. Et ça, cette pression mentale, elle est vraiment difficile. On a énormément de choses extraordinaires dans notre métier, mais nous, quand on se trompe, on peut pas envoyer un reliquat par un autre transporteur. Vous pouvez pas faire une mage à distance. C'est mort, quoi. Le droit à l'erreur, il est quasi impossible dans la chirurgie fonctionnelle. Bah oui, on a parfois envie d'arrêter. Parfois, vous pouvez faire 20 patients parfaits. Vous en faites un qui va pas bien, c'est bon, c'est fini. Le château de cartes, il s'effondre, quoi. C'est pourquoi je fais ça. Mais attends, c'est moi qui lui ai fait ça. Ce qui me fait pas arrêter, c'est que si j'ai une complication avec un patient, je peux pas l'abandonner, quoi. Si y a quelque chose qui s'est pas passé comme on voulait, il faut aller jusqu'au bout pour que ça se passe bien, quoi. On peut pas abandonner les gens. J'aimerais pas qu'on m'abandonne, je le ferai pas pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui m'a touché ce week-end. Docteur Romain Jaillant, ophtalmologue libéral à Paris. Un décollement de rétine qui se présente samedi. Il a comme caractéristique d'être myope de -15, donc il a un globe oculaire très fragile. Il a déjà perdu un œil sur un décollement de rétine, donc facteur de très mauvais pronostic, parce que ça veut dire que la chirurgie s'est pas bien passée. Et en discutant avec lui, alors on essaye de se détacher de ce genre de sentiment, mais j'entends malgré tout qu'il est tétanisé, parce qu'en fait il voit plus. Et il se demande si la vue va revenir. 2 jours avant, il voyait. Il a très bien compris le chemin de l'œil précédent, donc il a très bien compris les dangers. Évidemment, il y a une certaine routine qui fait que quelquefois on s'habitue aux prises en charge et on le fait sans réfléchir. Lui, j'ai eu une petite prise de conscience. Je me suis dit, tiens, celui-là, faut pas déconner. Je me suis posé 2 fois la question de la chirurgie. Je me suis pas fié aux examens. Je l'ai revu avant de l'opérer pour le voir moi-même et être sûr de ce que j'allais faire. Et je lui ai fait une chirurgie un peu particulière, la même chirurgie du décollement de la rétine qu'on fait pour les boxeurs, pour lui éviter du gaz. La chirurgie qu'on fait le plus fréquemment conduit à mettre du gaz dans l'œil, mais quand on met du gaz dans l'œil, le gaz met 1 mois à se dissiper et on voit plus. Donc en fait, pour éviter à ce patient 1 mois d'obscurité, je lui ai fait une autre technique qui permet la préservation de la vision. Il y a toujours une part infinitésimale de risque, mais ce patient est guéri. On a plutôt tous tendance à retenir les gens qui ne vont pas bien, et donc là c'est un moment dans ma semaine où j'étais content pour lui, content de ce que j'avais fait. J'ai des très beaux souvenirs de patients qui peuvent revenir et dire effectivement qu'on a servi, qu'on leur a sauvé la vie. Docteur Odile Amiot,
psychiatre en CMP en région parisienne. Qui traversaient une période de dépression où pour eux tout était fini, il n'y avait pas d'issue et qui, grâce à la prise en charge médicamenteuse, mais pas que, complète, aujourd'hui se sont sortis de leur état dépressif, ont réintégré leur vie professionnelle, ont une vie familiale épanouie et qui, se surveillent, prennent soin d'eux dans l'idée de ne pas rechuter, mais qui peuvent dire quand même qu'ils ont tourné cette page-là. Donc ça, c'est un mail que j'ai reçu d'une de mes patientes que je suivais il y a plusieurs années. Donc là, j'ai « Bonjour Dr Amiot, je rentre d'Égypte où j'ai fait un magnifique voyage. Le boulot se passe bien. J'avais l'habitude de prendre un anxio les jours où je travaillais. Je suis en train d'y remédier en n'en prenant pas de temps en temps. Lundi, par exemple, je n'en ai pas pris et mardi, un demi. Bref, je fais attention à ma santé. J'espère que vous allez bien. Cette patiente-là, je l'ai rencontrée à l'hôpital où elle a été hospitalisée via la police et les pompiers parce qu'elle était dans un état de décompensation délirante sur un trouble de l'humeur. C'est rare, mais ça existe. Elle lançait des choses par la fenêtre. Elle était complètement désorganisée et délirante. Maintenant, je suis en relation avec une aide ménagère privée. Cela m'a rendue très heureuse de voir mon appartement rutilant. C'est un vrai cadeau. Je m'en remets pas. Ma vaisselle est faite à la seconde depuis son passage. Très isolée, en rupture avec sa famille, ses amis. Donc elle est arrivée en situation de crise absolue à l'hôpital, absolument dans un déni de ce qui se passait et de la dangerosité de ce qui pouvait se passer. Et ça a été un gros travail pour pouvoir établir un lien de confiance, qu'elle puisse se livrer effectivement sur son ressenti. Bonjour Dr Amiot, j'espère que vous allez bien et que votre nouveau poste vous plaît. Je vais bien. On a traité la dépression, elle restait très très fragile, très anxieuse, elle n'arrivait pas du tout à réinvestir une vie sociale. Et puis j'ai décidé de la suivre moi-même au CMP à la sortie de l'hospitalisation parce qu'elle me l'a demandé, parce que le lien de confiance était assez fort. Et donc pendant des années, j'ai continué à la suivre. On a remis une pierre après une autre, reconstruire un peu l'édifice, nettoyer chez elle, être capable d'inviter quelqu'un, se remettre à sortir un petit peu, faire un peu de sport, réinvestir son métier. Quand je vois qu'elle fait des voyages, maintenant, je me dis qu'elle a quand même plus d'une corde à son arc aujourd'hui et qu'elle est capable de prendre soin d'elle et de continuer à avancer. Donc oui, c'est quand même un grand chemin qu'elle a parcouru. Certains médecins, eux, refusent de considérer qu'ils sauvent des vies. C'est le cas du docteur Thomas Lebouvier, anesthésiste réanimateur au CHU de Rennes. Je ne sauve pas de patients. Comme ça, je ne suis pas responsable de leur mort. Quand les malades sont très graves et qu'ils s'en sortent, je ne les ai pas forcément sauvés. C'est que j'ai réfléchi, travaillé collectivement en équipe et le résultat a été positif. Ce qui permet que quand je travaille aussi bien mais que le malade décède, j'en sois pas impacté moi-même. Je ne suis pas Dieu, donc je ne sauve pas les gens et je ne décide pas de leur mort. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Voix de médecin partout où vous écoutez des podcasts. Voix de médecin est un podcast de WhatsApp Doc disponible une fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!